Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs, chers amis. Merci pour votre fidélité et surtout, je voulais vous remercier particulièrement parce que vous êtes très nombreux à nous suivre, très nombreux aussi également à commenter l'actualité avec nous. Alors, dans le carrefour de l'info, on va s'intéresser à la CAN. À la CAN, un enjeu exceptionnel qui attend le continent africain. Et on va en parler avec du beau monde, que des numéros 10 avec nous aujourd'hui. Je peux vous le dire, c'est clair, on joue dans la Ligue des Champions et on va planter le décor avec, justement d'ailleurs, n'hésitez pas, il faut en parler, n'hésitez pas à le commenter, vous le faites très bien, y compris sur notre chaîne YouTube Global Africa Télé Sud. Alors vous savez, le Maroc, qui sera cette année, dans quelques semaines, y compris Global Africa, va vous faire vivre évidemment ce moment. Hôte, il est le pays hôte. N'oubliez pas qu'ils ont été demi-finalistes en 2022, du Mondial 2022. Eh bien, elle bénéficie à la fois d'un avantage indéniable, c'est le soutien du public du continent africain. Alors, on va en parler avec des personnalités qui sont avec nous sur ce plateau. Enjeux économiques, enjeux touristiques, enjeux sportifs, enjeux diplomatiques. C'est aussi ça la CAN. La CAN, c'est aussi ce relais. Avec Rachida Kaout, qui sera avec nous dans une poignée de minutes. C'est la présidente du Haut Commissariat de la diaspora africaine. Certainement, alors il viendra nous rejoindre. C'est Yassine Nfaoui, journaliste à TF1, dans l'émission Téléfoot. Sur le plateau avec nous, et je les remercie infiniment. Je commence avec le journaliste présentateur qui a incarné le visage pendant très longtemps à TF1 du football. Il a travaillé pour plusieurs médias, des gros médias poids lourds. C'est David Astorga. Bonjour David. Salut Adil. Comment ça va? Et salut à tous. Ça va Aujourd'hui, très bien. Journaliste présentateur sur une chaîne qu'on connaît, New World Sport. Exactement. C'est une chaîne aussi qui essaye. On est d'accord. Qui essaie de monter et qui évidemment fait la part belle au football africain. Absolument. La voix, vous la connaissez, le visage aussi, c'est beIN Sport, c'est Robert Malm. Bonjour Robert. Salut Adil. Comment ça va? Bonjour à toutes et à tous. Consultant sur beIN Sport. Exactement. Oui. Et effectivement, beIN Sport, alors vous avez tout raflé. Ça y est, vous avez tous les droits, vous avez aucune place pour les autres. Donc désormais, je le dis à nos téléspectateurs, Robert, si vous voulez le suivre durant toute la CAN, parce que beIN Sport a tous les droits durant toute la compétition de la CAN. Oui, effectivement, on diffuse tous les matchs, du 1er à partir du 21 décembre, ça sera le match d'ouverture, jusqu'à la finale. Oui, on diffuse tout sur beIN Sport. Donc en gros, les rendez-vous, ça se passe chez beIN Sport. Du 21 décembre au 18 janvier. Et un peu chez New World Sport. Mais pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne francophone, c'est sur New World. Oui, exactement. Et on se croise, mais toujours avec grand plaisir. Messieurs, merci infiniment d'être avec nous pour cette spéciale CAN. CAN qui va se jouer dans quelques semaines. Alors moi j'aimerais revenir, parce que vous y étiez pas Robert, mais David Astorga, je l'ai croisé, on ne s'est même pas croisé, on s'est vu. Vous m'avez vu, voilà. Effectivement, beaucoup de monde, une soirée exceptionnelle. Alors elle a fait 2 passages, l'un à Londres, 2 capitales importantes, et l'autre enjeu auprès de la diaspora africaine. On va découvrir les images, j'aimerais beaucoup que vous les commentiez, David Astorga. Justement, regardez, ça se passait au Palais de Tokyo pour lancer justement ce décor planétaire et africain du continent africain. C'est le tour, c'est comment ça s'appelle? Diaspora Tour. Voilà, le Diaspora Tour, absolument. Je vous laisse commenter les images. Il y avait beaucoup de stars, beaucoup de vedettes, beaucoup de médias. David, comment vous l'avez vécu cette soirée? Moi, je l'ai très bien vécu. J'étais très content de croiser les confrères et certains amis. Et des confrères anciens aussi, parce que c'était l'occasion de se réunir quelque part autour de ce trophée magnifique et de discuter, voilà, de se retrouver et de parler de cette compétition qu'on attend tous, parce qu'elle va se dérouler très prochainement pendant les fêtes. Donc le Maroc, c'est un pays voisin, c'est un pays ami, c'est pas loin. Donc voilà, tu vas y aller, vous allez faire quoi? Et puis on est toujours dans les jeux des pronostics, etc. Et puis bon, c'était dans un endroit qui était plutôt sympa, au Palais de Tokyo. Voilà, c'était une belle soirée. Il y avait des artistes, j'ai entendu Youssoupha notamment. Il y avait quelques invités prestigieux comme Yaya Touré. Youssoupha, Mohamed, la star égyptienne, franco-égyptienne. Il y avait du beau monde, Et puis, vous avez parlé de la légende, Yaya Touré. C'est une véritable légende du football. Je vous laisse commenter, parce que vous savez, c'est lui qui a porté. Il a eu le droit, c'est le seul. Mousse, notre réalisateur, s'il veut bien, ou Romain, je ne sais pas qui est aux manettes, l'un des deux, s'il veut bien nous montrer ce beau trophée. Oui. Moi, quand je vous avoue, quand j'ai vu le trophée, il me rappelle celui de la Coupe du Monde, Robert Malm.
Regardez, là, on le voit à l'écran, regardez, il est magnifique. Il est beau. Qu'il est magnifique, il représente absolument bien aussi le continent africain. Et c'est vrai qu'on peut penser à sa forme dans un premier temps, notamment de la base, effectivement au trophée de la Coupe du Monde. Ouais, comme quoi on sait faire aussi de très belles choses, des œuvres d'art. On sait que l'Afrique est très réputée pour des œuvres d'art et ce trophée Mais vous, en tant qu'ancien footballeur international, quand vous regardez cette coupe aujourd'hui, quand vous voyez la dimension du football africain, l'enjeu qui le dépasse d'ailleurs, qui dépasse le continent africain, quel regard vous avez aujourd'hui quand on observe évidemment tout ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'effervescence qui se déroule autour de cet événement. Ça dépasse le continent africain. Et on peut en être fier que ça dépasse le continent africain aujourd'hui, même si c'est un événement même mondial. Parce que pour se permettre, entre guillemets, de déplacer, parce qu'on devait avoir la Coupe du Monde des clubs, c'est que quelque part, il y a un intérêt. On ne voulait pas mettre deux compétitions face à face pour diviser le public mondial sur deux compétitions qui sont quand même assez importantes. Et d'année en année, d'édition en édition, je pense que cette CAN prend de plus en plus d'ampleur. Les diffuseurs sont là, les joueurs sont là, les grands joueurs aussi sont là, représentent leur sélection. Même si on pourra toujours discuter de la position au niveau du calendrier, de la manière dont est disposée cette CAN, parce qu'elle se déroule normalement au mois de janvier. C'est toujours là où un petit peu le bas blesse, parce que les clubs se sentent un peu lésés, ne veulent pas laisser partir leurs meilleurs éléments. Mais aujourd'hui, c'est une période normalement de trêve aussi pour les footballeurs. C'est une période de trêve, mais c'est vrai, ça, la trêve hivernale. Oui, c'est la période hivernale, mais c'est aussi une période où les grands clubs européens préparent les chances à venir, c'est-à-dire les phases finales, les phases éliminatoires, de la Ligue des Champions pour la plupart des grands clubs, tous les clubs européens. Donc, on sait par le passé, notamment, ça me vient tout de suite à l'idée, ces clubs comme la sélection de la Côte d'Ivoire. On n'a pas Yaya Touré, mais Didier Drogba, bref, des grands joueurs qui étaient importants dans leur club. Et les voir partir un mois comme ça, certains clubs ont pu un peu grincer des dents. Mais aujourd'hui, je pense que c'est entré dans les mœurs. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir cette compétition-là et qu'elle prend de plus en plus de place. Et c'est quelque chose, moi, qui me plaît. C'est-à-dire qu'on respecte le continent africain, on respecte les internationaux africains. Ça n'a pas été toujours le cas à un moment donné. J'aime bien ce que vous dites, on respecte le continent africain et on respecte évidemment. Ça, j'aime beaucoup ce que vous dites parce qu'on peut laisser entendre effectivement quelque chose de sous-jacent il y a quelques années encore où le continent africain, souvent dénigré, on peut le dire ici, David Astorga. Est-ce qu'on a une explication quand on voit cet engouement, même question, quand on voit cet engouement sur le continent africain? Ça se passe au Maroc. Vous savez, le directeur de la CAF, vous y étiez à la soirée. J'ai noté une phrase qui a interpellé mon attention, c'est que le directeur de la CAF a pris le micro, il a dit « Cette saveur au Maroc, cette canne au Maroc a une saveur particulière. C'est peut-être l'une des meilleures qui va se dérouler sur le continent africain au Maroc. » Est-ce qu'on a une explication? L'explication, elle est, en tout cas, quand je vous écoute, pour moi, elle est très simple. Pour avoir vécu au Maroc, c'est que, comme on le disait tout à l'heure avec Robert, c'est qu'ils savent faire. Ouais. On sait, à travers l'histoire, que certaines CAN ont souffert de problèmes organisationnels. Je peux quasiment vous assurer qu'il n'y en aura pas au Maroc. Pas de problème pour l'entrée dans les stades sont modernes. La sécurité au Maroc, c'est un enjeu très important pour Sa Majesté le Roi. On va aller voir d'ailleurs les stades, on les a à l'image. Que Dieu l'assiste, puisque c'est comme ça qu'il faut dire. Donc les Marocains, en termes d'organisation et d'infrastructure, je pense qu'en Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud qui peut rivaliser avec eux, parce que c'est ultra moderne. C'est ces stades-là dont vous faites référence, David Astorga? Oui, bien sûr, les nouveaux stades et même les anciens. Les anciens ont été superbement rénovés. Bien sûr, moi j'étais à Casablanca, où il y avait le stade de Mohamed V qui était un petit peu vétuste, le stade du Wydad et du Raja qui a été refait. Voilà, c'est un pays qui, quand il a des échéances, est capable de mettre les moyens pour avoir des infrastructures top. Et aussi pourquoi? Parce que le Maroc regarde pour la CAN, mais regarde aussi pour le Mondial 2030. Et qu'on sait très bien que c'est un enjeu de rayonnement incroyable, le football et le sport en général. Et que si le Maroc va être, après l'Afrique du Sud, le deuxième pays à accueillir la Coupe du Monde, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a une confiance non seulement de la CAF, mais aussi de la FIFA.
dans le savoir-faire marocain. Alors, Et juste pour compléter Robert ce que Malm. dit David, la Côte d'Ivoire a été quelque part aussi cette rampe de lancement, parce que la dernière CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire a été aussi remarquablement organisée. C'est vrai. Quelques petits couacs comme ça au début, mais c'est quelque chose de tout à fait normal, mais qui ont été très rapidement réglés. Les stades aussi étaient de qualité, les pelouses aussi ont été de qualité, parce qu'il faut quand même le souligner, mis à part peut-être sur le stade où s'est déroulée la finale, mais dû à des intempéries, et je me souviens avant qu'il y ait la cérémonie d'ouverture, on a pris un orage extraordinaire, monumental, qui a fait qu'à un moment donné, la pelouse a un petit peu souffert, mais a tenu le coup. Tout ça fait qu'aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il y a une forme de pression sur le Maroc, mais en tout cas de se dire, la Côte d'Ivoire a très très bien organisé les choses. Les infrastructures étaient là, le spectacle, la dramaturgie, la manière dont la Côte d'Ivoire a remporté cette CAN. Bref, tout ça fait que, à la fin de cette CAN, on a dit aussi que c'était certainement la plus belle CAN qui avait été organisée. Donc aujourd'hui, ça ne met pas une pression, mais ça oblige, si vous voulez, le Maroc, et comme dit David, ils savent faire, à mettre la barre David a encore vécu au un tout Maroc, petit peu il l'a plus haut. souligné. Oui. Vous avez vu les stades au Maroc, justement. J'ai été, oui. Flambant neuf, celui tout de à fait. Rabat notamment. Oui. Quelle a été votre impression, puisque vous faites la comparaison avec la Côte d'Ivoire, Waouh. par exemple? Waouh, tout Waouh. simplement. Un gros waouh, parce que je vais donner un exemple tout bête. La Wi-Fi. On est au stade, j'avais l'impression d'être tout seul sur le réseau Wi-Fi. Ce qui, dans un stade, Ce qui, dans un stade, est quand même significatif. et ce qui est quand même significatif. Et je crois qu'il accueille 64 000. 68 000. 68 000. 68 000 personnes. Et celui de On y Casablanca, était, on y qui était. est attendu Oui, 120 000. 120 000, oui, mais celui-là, il va être. alors 120 000, c'est à côté de Casablanca, je crois que Ouais. c'est celui de Mohamed. C'est pas Mohamedia, mais c'est Ça pas doit- le stade Mohamed V. Oui, ça C'est va un être. stade à côté. Ça C'est un va stade à être. Ça côté. va être effectivement pour le. Je pense pour la Coupe du Monde. Ça va être pour à l'échéance de 2030. Mais quand on a des infrastructures comme ça. Oui, oui. Non, mais déjà, Et- c'est bien pour les joueurs. David Oui, Estorga. déjà, oui. Parce que tu évoquais les Exactement. pelouses, ça, Oui. Ah, ça, c'est ton côté joueur, forcément. Oui, mais, oui, ouais, mais tu pour- sais, ça influe aussi Mais il sur a raison, c'est vrai, ça influe. tu mais le c'est sais, un hein. tout. C'est un tout. C'est un tout, ça À partir influe du aussi moment- sur le jeu, ce qu'on le a envie de spectacle. donner sur le spectacle. Bien sûr. Et quand on a du spectacle avec une compétition qui vient un petit peu entrecouper les championnats, parce que elle va être regardée cette CAN. Elle va être regardée, et pas qu'en Afrique, pas qu'en France. Alors c'est bien que vous va dites être ça, parce que partout- c'est vrai que moi partout j'ai dans le vu, monde. la CAF a souligné une chose extrêmement importante, c'est-à-dire que quand elle a ouvert la billetterie, messieurs, sachez-le, Oui. le temps record, ça a été dans l'heure, hein, les billets étaient écoulés. Non mais ça vous Ouais, fait sourire, mais ah non, mais il n'y avait plus de billets. je le sais. Je le Dans sais. l'heure, il n'y avait plus de billets. Ouais. Et paraît-il, hein, les plus gros acheteurs, ça vient d'Europe, bien sûr, mais de France. De France. De France, auprès de qui? La diaspora africaine. Ouais. Donc ça veut dire que c'était C'est très pas si attendu. surprenant, Non. en fait. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a. Ils vont tous aller se rendre, là, j'ai l'impression qu'ils Bah, sont c'est- tous au rendez-vous. C'est les fêtes, donc il y a beaucoup de gens qui vont être en vacances, ici, sur le territoire français, et qui, même si on est de confession musulmane, par exemple, et qu'on ne fête pas Noël, c'est l'occasion pour les MRE, ce qu'on appelle les Marocains résidant à l'étranger, notamment, de se rendre au pays et d'aller supporter les Lions de l'Atlas. Et Alors là, puis, vous n'avez pas que les MRE. En Mais fait, non, mais les c'est ça. MRE, Mais- vous avez mais il y a les tous DZ, les ce qu'on autres. appelle les Algériens, Les les Franco-Algériens, vous avez qui les arrivent en Congolais, force. les aussi. Ivoiriens, Vous avez les tout le monde va y Ivoiriens, aller. j'ai Ouais. noté aussi les Camerounais. Bien sûr. Donc, Mais tout le monde va en profiter finalement. Et ça va être. Et le Maroc sera le carrefour. Alors il faut le souligner, c'est comme le C'est disait vrai. Robert, c'est pas seulement le carrefour de l'Afrique aujourd'hui, dans un mois, enfin dans moins d'un mois. C'est le carrefour du monde. Et comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas d'autres compétitions. Oui, il y a la Première Ligue, etc. Mais les gens vont regarder quoi? La CAN. Regardez l'engouement qu'il y a eu pour les barrages, pour la Coupe du Monde. Tout à fait. C'était génial. Et c'est pas un hasard si tout se passe au Maroc, etc. Parce que c'est une petite répétition aussi Exact. pour les organisateurs. Donc, je ne suis pas très surpris que ce soit les diasporas africaines en Europe qui se ruent sur les billets. ils se sont emparés de la CAN. Alors justement, vous savez, c'est au-delà de l'enjeu sportif. Et on va en parler, je voudrais qu'on en parle, parce que la CAN est considérée, comme vous l'avez dit, David Astorga, comme une compétition. Hein. Tout le monde elle va être scruté, regardé. Un peu grandeur nature de la Coupe du Monde qui arrive pour 2030. Messieurs, alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle. On a encore, donc, évidemment, 1 heure durant cette émission pour en parler, sur tous les plans d'ailleurs. Je voudrais commencer sur le plan économique. Vous savez, je vous l'apprends peut-être pas, mais sur le plan économique, la CAN, aujourd'hui, réussit sur tous les plans. Elle devrait générer plus de 1,5 dirhams de
1,5 milliard de dirhams supplémentaires en recettes touristiques. Est-ce que on a déjà vu ces sommes vraiment sur le plan économique dépasser cet événement sportif? Personnellement, je ne pense pas. Encore une fois, David le sait encore mieux que moi, parce qu'il a vécu au Maroc. Moi, j'ai découvert un peu le Maroc là, cet été, et j'y suis retourné. Et on est amené à y retourner assez régulièrement. Quand on y est, on n'a pas spécialement envie de repartir, parce qu'on y est tellement bien. Et c'est vrai que on ne découvre pas que le tourisme marche au Maroc aujourd'hui. Il marche depuis déjà plusieurs années, et il va en s'améliorant, parce qu'on se donne les infrastructures hôtelières, on se donne aussi à faire visiter tous les beaux monuments qu'on peut avoir aussi du côté marocain, qui permettent justement d'attirer du monde, et pas que les franco-marocains. On a toute une population aujourd'hui diverse et variée qui vient du monde pour venir au Maroc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais le sport reste un vecteur où, effectivement, alors aujourd'hui c'est le football. Demain, ça peut être des Jeux Olympiques organisés aussi du côté du Maroc. Et le Maroc pourra se donner, quand même des leviers stratégiques, pourra se donner des infrastructures. Je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, pardonnez-moi de vous interrompre, mais le Maroc, il passe quand même, on a le sentiment qu'il passe quand même à l'offensive économique, David Astorga. Quand on voit évidemment tout cet investissement, et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous-même, avoir souligné l'importance de cet investissement, gros investissement. Donc il faut avoir peut-être un retour sur investissement. Les leviers stratégiques donc de la transformation économique par le Maroc. Plus de 1000 milliards de dirhams d'investissements publics qui ont été attendus pour moderniser les infrastructures. Ça aussi, c'est un enjeu. Oui, mais parce que, comme je vous l'ai dit, le Maroc, c'est un pays qui se veut un petit peu leader sur le continent, non seulement sur l'Afrique du Nord, mais sur l'Afrique en général. Je dirais que le modèle, entre guillemets, du Maroc, c'est l'Afrique du Sud. Oui. C'est-à-dire parce que l'Afrique du Sud, c'est un peu le grand pays prospère, etc. Et en fait, que veut le roi? Il veut que son pays rayonne, et qu'il rayonne diplomatiquement. On le suit dans les différentes crises qu'il peut y avoir. C'est une voix qui compte. Oui, bien sûr. Le Maroc aujourd'hui, et économiquement, ces investissements, ils se traduisent par notamment des infrastructures routières, des infrastructures aéroportuaires. Tout à fait. Et aussi pour le commerce maritime, qui va passer par Tanger, etc. C'est devenu un port, c'est un port très très important, stratégique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puisque le chiffre que vous avez dit, ils vont générer beaucoup de revenus avec cette Coupe d'Afrique. Et évidemment, la Coupe du Monde. Ils savent, les Marocains, que vous construisez des stades modernes. Qu'est-ce que ça va faire? Ils vont être grands, des grosses recettes de billetterie, mais aussi des grosses recettes d'hospitalité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui rapporte beaucoup d'argent? C'est les hospitalités. Si vous avez des stades modernes, où les sponsors peuvent prendre des loges, etc., des prestations diverses et variées, dîner pendant le match, etc., etc. C'est là où vous allez générer du cash. Et en fait, je pense que, en plus, si on considère la position géographique du Maroc, qui est à 3 heures de Paris, mais aussi à 3-4 heures d'autres grands pays prospères, ça va être vraiment le carrefour du monde. Les gens vont venir et vont acheter des prestations d'hospitalité, profiter des matchs, profiter aussi du Maroc, parce qu'on parle du Maroc, du tourisme marocain. En fait, la grande spécificité du tourisme marocain, c'est qu'il est diversifié. Vous pouvez aller faire comment on dit, là, je ne sais plus, sur la planche, là, du kitesurf. À Dakhla, vous pouvez aller à Dakhla, vous pouvez aller à Marrakech, à Gadir, vous pouvez aller à Tanger, qui a beaucoup changé. Vous avez la jolie Fès. Vous avez Rabat, la ville du roi. Il y a énormément de diversité dans la proposition touristique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller au Maroc, même si vous n'êtes pas un grand fan de foot, mais que vous êtes un investisseur ou un sponsor, vous pouvez partir avec votre famille, aller faire la route de l'Atlas, etc. Et puis, vous placez sur 2 ou 3 matchs. Donc, avec sur lesquels vous invitez vos sponsors. L'impact économique de la CAN s'annonce considérable. Il va être énorme, parce que d'habitude, vous avez un tourisme de vacances, où les gens vont venir pendant les fêtes parce qu'il fait meilleur qu'à Paris, on peut encore un peu se baigner dans les piscines. À Marrakech, à Marrakech, voilà. Oui, à Marrakech, ça c'est sûr, parce que dans le reste du pays, il faut quand même le dire, il va pleuvoir pendant la CAN. Ça va pas être la cité balnéaire. Mais si vous avez cette offre-là qui est déjà très riche, en plus vous ajoutez un événement qui est planétaire, quasiment planétaire aujourd'hui, puisque tout le monde regarde la CAN, c'est banco, c'est le jackpot quoi, pour le. On m'a dit d'ailleurs
une personne très proche du président de la Fédération du football marocain, m'a parlé de la présence de 3150 journalistes accrédités, Robert Malm. Je vous avoue que j'avais jamais vu ça jusqu'ici. Quand il m'a dit le chiffre, d'ailleurs le soir de cette fameuse soirée au Palais Tokyo. Je ne suis pas surpris, et ça va de la Diaspora Tour. Des plus gros médias aux plus petites rédactions, journal, qui vont envoyer du monde sur place, parce que c'est un événement qui est majeur. Comme l'a dit David aussi, ça va être une répétition aussi avant la prochaine Coupe du Monde. Et comment vous allez la faire vivre, vous, chez beIN Sport? Parce que vous êtes le seul diffuseur. Vous avez des droits. Nous, tous les matchs seront diffusés. Vous avez déployé de gros moyens là-dessus? Tous les matchs seront diffusés. On a 2 équipes qui seront sur place. J'y serai sur place avec Julien Chaput pour commenter Guillaume Truyet. Il y a une deuxième équipe composée d'Éric Barrère, Patrick Guillou et Renan Chedetal pour commenter d'autres matchs. Et on aura effectivement des matchs aussi commentés aussi ici de Paris, avec des émissions qui vont encadrer les matchs. Ouais. J'ai cru savoir, Robert Malm, que vous y allez dans quelques semaines. Là. Je crois que vous allez le 19. Je parle le 19. Nous partons le 19. Nous, on sera basé à Rabat. On va suivre essentiellement le Maroc, mais il y aura aussi l'Algérie et la Tunisie qui sont aussi du côté de Rabat. Donc tout cela fait que on a aujourd'hui, tout le monde veut avoir, effectivement, veut assister. Ah bah 3150, oui. Veut vivre, mais tout en étant sur place, bien sûr. David Astorga, vous y serez aussi On y sera en 2026. New World, alors, personnellement, j'y serai en 2026, mais New World diffusera évidemment tous les matchs avec des commentateurs en anglais. Alors après, bon, c'est des questions de droit. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais New World sera bien présent. Et à titre personnel, moi, j'y serai en 2026 pour la fin du tournoi. Après, ce que je voulais ajouter sur le nombre de journalistes, il y a aussi évidemment dans nos métiers aujourd'hui les influenceurs. Oui. C'est pas forcément notre génération avec Robert, mais ça fait partie de l'écosystème aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gros sponsors de la CAF, la Confédération africaine de football, travaillent avec des influenceurs, évidemment, pour diffuser un petit peu la communication de la CAF. Et je pense qu'on va être, j'ai pas les chiffres, mais on va être sur un record d'influenceurs accrédités. Oui. Ça, c'est un mot important. Oui, c'est ça, oui. Accrédités comme les médias pour faire vivre la compétition. Et ça aussi, ça va déployer son audience C'est auprès des important jeunes ce que vous notamment. dites, David Astorga. Ça veut dire qu'on mise aussi en quelque sorte sur les influenceurs. C'est la nouvelle donne. Si vous voulez toucher les jeunes... Jusqu'ici, moi, on parlait des journalistes. Maintenant, vous me parlez des influenceurs. Oui, mais on va pas se mentir. Nous, on est un petit peu des dinosaures. Donc, on est de l'ancien monde. Et aujourd'hui, si vous voulez toucher les adolescents, les jeunes adultes, ça passe par ce mode de communication. Les influenceurs, que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Et je sais... que la CAF est très ouverte à cela, et surtout via ses sponsors, parce que les sponsors ne sont pas fous, ils savent très bien que les futurs consommateurs ou ceux qui vont donner du grain à moudre à la machine, ce sont les jeunes. C'est quoi? C'est une nouvelle forme journalistique Non. Complémentaire? Comment vous la qualifiez vous-même? Je vous pose la même question. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On fait pas de l'info. Reprendre une vieille expression, pas mélanger les... Ne froissez pas les influenceurs qui nous regardent là. Non, c'est pas ça va commencer, on va se faire lâcher. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Journaliste, c'est un métier avec un cadre bien précis, une déontologie, une éthique, etc. Voilà, ça c'est posé. Après, les influenceurs, c'est un autre métier. Voilà. Donc, on ne mélange pas, mais on est complémentaires, puisque nous, aujourd'hui, on va assurer, on va dire, le service de base, rendre compte, puisque c'est ça notre métier. Après, les influenceurs, ils ont cette capacité à faire vivre les événements différemment, et tant mieux, parce que c'est très bien qu'il y ait des influenceurs, c'est très bien qu'il y ait du digital pour ces compétitions, parce que ça va amener de l'audience, des sponsors, et voilà, ça fait vivre l'écosystème en restant vous l'avez dit, David Astorga, même question, Robert Malm, justement. Les jeunes consomment davantage les réseaux sociaux que les médias mainstream. Et c'est vrai, c'est une réalité, on ne va pas se leurrer, on ne va pas se lamenter et se dire c'est la réalité, et pour ceux qui ont des enfants, et notamment moi j'ai mon dernier qui a 12 ans, je vois comment il consomme sur les réseaux sociaux. Il part avant la fin de la première mi-temps. Alors que quoi que je connais ça. Quand ça l'intéresse, il reste à côté de moi. Mais c'est vrai que la plupart des jeunes aujourd'hui sont friands effectivement de quoi, de résumés qui sont courts, de voir tout de suite le but, de pas peut-être attendre le ralenti ou quoi que ce soit, mais ils consomment tout de suite.
il repasse à autre chose, et puis dès qu'il y a une alerte, il retourne pour voir. Donc c'est une autre forme effectivement de consommer les infos ou les événements qui vont avoir lieu. Ouais. Mais il a failli glisser, David Astorga, parce qu'il a quand même dit, ne mélangeons pas les temps, les torchons et les serviettes. Est-ce qu'en quelque sorte, c'est quoi? Mais avec tout le respect. Non, il y a évidemment. beaucoup de respect et de bienveillance. Entendons-nous bien, les amis téléspectateurs, les influenceurs qui nous regardent, il ne s'agit pas de dénigrer. On n'est pas du tout en guerre évidemment. contre les influenceurs, bien au contraire. Ils sont là aussi quelque part. On les aide aussi un petit peu parce que quand ils ont des images, quand ils ont des contenus aussi, à un moment donné, il y a une source sur laquelle vous devez vous servir aussi de cela. Mais c'est pas le même métier, comme dit David. Donc c'est pas non plus. C'est pas du tout le même métier. J'estime qu'on est complémentaires, comme David. J'estime qu'on est complémentaires. On peut avoir effectivement une certaine complémentarité, mais il faut savoir quand même reconnaître aussi que entre le journalisme réel, d'apporter l'info, la bonne info à nos téléspectateurs ou aux abonnés des chaînes que l'on peut défendre ou sur lesquelles on travaille, c'est quand même autre chose effectivement que d'avoir des followers, parce qu'il faut appeler ça des followers, qui vous suivent un petit peu de partout, et faire vivre, je dirais, la compétition, on va dire, l'envers du décor, faire découvrir l'envers du décor effectivement aux plus jeunes. Je pense que ça aussi, c'est une bonne chose. Oh, mais y compris vos médias, par exemple, investissent énormément sur les réseaux sociaux aussi. Moi, je le vois, j'ai regardé un peu ce que vous faisiez, y compris vous, beIN Sport et New World Sport. Vous mettez le paquet aussi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas le choix. Oui, il n'y a pas le choix, voilà. Si vous voulez parler aux futures générations, à la Gen Z, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est ça, génération Z. Bah oui, mais après voilà, vous avez raison. Comme dirait notre ami, le foot il a changé, mais au-delà de ça, le monde a changé. Oui. La consommation, comme l'évoquait Robert, a énormément changé. Donc effectivement, on est complémentaires. Nous, on n'est pas capable aujourd'hui de faire ce que eux font et de générer ce que eux font. Mais après, sur le métier, l'idée, c'est que Robert, il va aller au stade. Donc, il va y être 2 heures avant, il va regarder les compos, les joueurs qui est blessé, qui s'est entraîné hier, etc., comment l'entraîneur va jouer. Ça, oui, vous avez quelques influenceurs qui sont capables de le faire. OK, mais ça ne va pas être là-dessus qu'ils vont être attendus. Eux, ils vont être attendus sur les coulisses, le buzz, qui est en tribune, etc. Exactement. Nous, ce n'est pas notre boulot, ça. Ouais. Ce n'est pas notre boulot. Et c'est tant mieux, parce qu'eux, ils ont ouvert une brèche. Ils vont aller chercher des choses que nous, on n'est pas capable d'aller chercher. Donc, il y a de la place pour tout le monde, et tant mieux. Il y a de la place après, pour le consommateur, il choisit. Vous avez mis l'accent tout à l'heure sur le fait touristique. Quand je regarde justement le front du tourisme, il y a la ministre chargée du tourisme, Madame Fatima Zahra Amor. Je voudrais juste vous soumettre quelques chiffres. Vous savez, elle a rappelé les résultats historiques de 2024. Il y a aussi un enjeu, c'est pour ça que je vous dis que ça dépasse l'enjeu sportif. 17,4 millions de visiteurs, un record continental. Sur le Maroc, je parle. Pour capitaliser donc cette dynamique, la ministre, elle dit la chose suivante, elle veut injecter 8 milliards de dirhams dans la modernisation de l'offre, donc dans le cadre de l'enjeu de la CAM qui nous attend, avec comme ambition répartir les flux sur l'ensemble des régions et viser la durabilité. Donc ça veut dire que là, l'enjeu, il est clairement, non pas que sportif, mais il est touristique. C'est-à-dire qu'elle veut capitaliser et mutualiser sur cet événement planétaire, comme vous l'avez souligné, pour faire en sorte qu'il y ait une passerelle touristique. Ça aussi, c'est un enjeu. Vous pensez que le Maroc a suffisamment la stature pour justement miser sur cet événement ? Oui, sans détour. Bien sûr que le Maroc a les capacités de pouvoir... C'est colossal quand je vois tout ça, effectivement. Alors, c'est des chiffres importants, c'est des sommes importantes, mais qui sera de toute manière... bien, je dirais, redonner quelque part, parce que quand le tourisme est à ce niveau-là et que vous y incluez aussi des compétitions sportives, c'est quelque chose d'énorme. Énorme. On parlait de l'Afrique du Sud tout à l'heure, qui a été effectivement l'un des premiers pays africains à organiser des événements majeurs. On a eu la Coupe du Monde. On a eu pendant des années les Grands Prix de Formule 1 qui se sont organisés aussi en Afrique du Sud. On a eu plusieurs choses. Le rugby a été champion du monde. Donc, tout cela fait que... Pardon ? Et champion du monde. Et on peut même dire que politiquement aussi, ça a changé certaines choses. Ça a changé certaines mœurs. Ça a fait évoluer aussi les mentalités. Donc, du coup, et quand on a eu des légendes comme M. Nelson Mandela, paix à son âme, qui ont pu aussi, grâce à leur aura, permettre
d'organiser des compétitions Coupe du Monde, football, rugby, Formule 1, on a toutes ces choses-là, qui a développé aussi le tourisme aussi du côté sud-africain, le Maroc a raison aussi de s'appuyer sur ça, de prendre ça comme exemple. Aujourd'hui, de se donner des infrastructures, on rappelle, hôtelières, routières, tout ce qui va avec. Et puis après, au fur et à mesure, vous allez voir, les compétitions arrivent là. Moi, je disais même à certains copains, je ne serais même pas surpris qu'à un moment donné, il y ait une délocalisation d'une finale de Ligue des Champions dans un des stades au Maroc, où il y aura un trophée des champions ou quelque chose comme ça, pour pouvoir justement encore promouvoir encore ce que le Maroc est en train de développer. Vous avez raison de le dire, effectivement, parce que quand on voit l'effervescence des supporters, quand on voit l'engouement populaire, moi j'ai été frappé, si vous voulez, par le fait que la grand-mère s'intéresse à cette CAN, le petit de 5 ans, 3 ans, 2 ans parfois s'intéresse à cette CAN. C'est transgénérationnel, David Dastorga. Quand on voit aussi, notamment, le débat qui enflamme les réseaux sociaux et le rassemblement public. Quel sur débat les réseaux. Sur la CAN. Non, mais la CAN, ça fait parler. Moi, j'ai eu la chance de la vivre avec A New World la dernière au Maroc, en Côte d'Ivoire pendant un mois. C'était tout le pays qui vibrait au rythme de la CAN, et ce sera évidemment le cas au Maroc, sachant qu'en plus, ils ont cette étiquette de favori que n'avait pas la Côte d'Ivoire. Elle partait un peu dans l'inconnu. Oui, exactement. Elle partait un petit peu dans l'inconnu, et l'idée, c'était s'ils passaient le premier tour, c'était bien. S'ils arrivaient à la phase d'élimination directe, ils l'ont gagné. Donc voilà, qui peut le plus, peut le moins. Mais au Maroc, il y a une vraie attente, parce que depuis la Coupe du Monde 2022, les Regragui Boys, ils sont attendus. Et ils le savent. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer cette semaine. Walid, il sait très bien que, voilà, si ça passe pas là... il va partir, il sera obligé de partir, ce sera intenable pour lui, parce que le public marocain est très exigeant. C'est ce qu'il vous a dit ou c'est ce que vous avez ressenti? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Non. Je suis journaliste. Ouais. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, mais c'est bien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il le sait. Il le sait. Bon, c'est déjà bien. Mais la pression va être, c'est énorme, c'est même pas le mot. Vous connaissez tous le derby. Le Wydad contre le Raja. Vous voyez l'engouement qu'il y a, parce que ça passe sur les réseaux sociaux, les tifos qui sont extraordinaires. La passion là-bas est complètement démesurée. Donc, l'attente va être extraordinaire. Et comme vous le dites, c'est transgénérationnel. Parce que le football au Maroc, c'est comme dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est là où on se retrouve. C'est là où on se retrouve, donc c'est très important. Au point où certains spécialistes, d'ailleurs sociologues même, j'ai retenu une phrase de monsieur, par exemple, Jean-Baptiste Guégan, qui dit « Cette stratégie de diplomatie sportive permet au Maroc de renforcer son image, d'attirer d'investissements à la fois touristiques, mais également aussi tout le reste, tout en gardant un regard scrutateur sur le continent. » C'est important. Cette phrase, elle a tout son sens. Parce que vous savez, Ça veut dire qu'on parle de diplomatie sportive. Bien sûr, mais il n'y a pas de... Ce ne sont pas des éléments qui sont disséminés ça et là par Sa Majesté. En fait, le Maroc, aujourd'hui, c'est un pays qui est très important pour l'Afrique, en termes de tourisme, vous l'avez dit, j'y reviendrai tout à l'heure, en termes de rayonnement politique, parce que le Maroc est un médiateur aussi, on l'a vu assez récemment, et c'est aussi un pays qui accueille des étudiants, parce que au niveau universitaire, ils essayent aussi, et ils y parviennent, à s'installer comme un pôle universitaire de premier plan. Parce qu'on parle beaucoup de l'industrie, etc., du commerce, de l'économie, mais il y a aussi ce volet-là, le volet éducation, entre guillemets, si on peut schématiser ça. Donc il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs études au Maroc parce que l'offre marocaine, elle est optimale. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le tourisme, il faut savoir que l'année dernière, les aéroports marocains ont dépassé leur capacité d'accueil. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'accueil. Leur capacité, elle est de 100%, mais il y a eu 100, 105, 110% qui ont été mobilisés, on va dire. Et là, la CAN, ça ne va pas arranger les choses. Donc, ils sont obligés de s'adapter en permanence, de faire plus grand, de voir plus grand, parce que c'est un pays qui attire. Et là, vous mettez une coupe d'Afrique des Nations, et dans 5 ans, une Coupe du Monde. Donc, c'est un pays qui va encore continuer à progresser au niveau de ses investissements structurels, on va dire, d'infrastructures. Même question, et en même temps, on va tenter d'avancer parce que, évidemment, en dehors de cet impact considérable économique, Robert Malm, justement, est-ce que le Royaume, le Maroc,
vise aussi ce volet diplomatie, de la diplomatie sportive. Mais bien sûr. Ils l'ont compris, hein, ça. Mais ils l'ont compris, ils l'ont très bien compris. Ils s'en donnent les moyens aussi de pouvoir être effectivement cette diplomatie-là qui va permettre peut-être de régler certains conflits. On a pu voir à un moment donné quand certains stades ne sont pas aux normes ou sont suspendus pour certaines sélections. Où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent jouer au Maroc. Parce que le Maroc est au carrefour de tout cela. Le Maroc, c'est la solution, genre. C'est la solution. Encore une fois, tellement très bien placé qu'à 2-3 heures d'avion de n'importe quel grand pays, vous y êtes. Vous avez le Maroc a raison. Vous êtes en train de me dire, Robert Elmam, c'est très intéressant parce que vous êtes en train de me dire qu'avec le football, Oui. on peut régler la question diplomatique, politique, etc. et qu'on peut passer par la voie sportive pour régler certains enjeux géopolitiques. C'est important. Hein, oui, certains enjeux, on ne pourra pas tout régler non plus via le football. Mais en tout cas, si le football peut permettre de pouvoir donc c'est un outil aujourd'hui, donner le bon chemin sur lequel aller et qui peut ouvrir la voie à d'autres négociations sur le plan international, sur le plan de régler certaines choses. Et ce que disait David, les infrastructures aussi sont là. Allez avec votre entreprise au Maroc, vous allez faire un séminaire, vous avez des loges, vous avez quoi faire, vous pouvez être accueilli. Vous voulez régler un conflit, on peut le faire. Ouais. Et le Maroc, je pense, a été et restera, je pense, une terre où on pourra effectivement pouvoir discuter, pouvoir régler certains conflits. Et aujourd'hui, avec le football, ce que représente le football aussi à l'échelle mondiale, va pouvoir permettre de pouvoir régler. Alors, j'aimerais bien vous dire tous les problèmes, je suis un doux rêveur, mais en tout cas, une certaine partie des problèmes, via le sport, ça c'est sûr qu'on pourra régler pas mal de choses. Alors, le Maroc, désormais le carrefour des enjeux géopolitiques, David Astorga, bien sûr, comme le dit Robert, parce que c'est important ce qu'il dit. Effectivement, avec le football, on peut régler un certain nombre de choses géopolitiques. Je vais mettre un petit bémol quand même, parce que le football reste un divertissement. Après, le football et le rayonnement par le sport va faire que le Maroc va être invité à la table. Comment ça se passe? Vous savez qu'une partie du siège de la FIFA est maintenant au Maroc. C'est quand même quelque chose. Ouais. Ah oui, c'est pas rien. C'est quand même pas rien quand on connaît l'influence de la FIFA aujourd'hui. Qui est le meilleur ami de Gianni Infantino? C'est Donald Trump aujourd'hui. C'est la vérité. Non, on le sait, effectivement, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2018 quand le Maroc candidatait pour la Coupe du Monde? Je crois que c'était 2026 d'ailleurs. Ce sont les États-Unis qui ont obtenu. Mais comment les États-Unis l'ont obtenu? C'est-à-dire qu'à un moment, Donald Trump, comme il sait si bien le faire, a piétiné les règlements de la FIFA en entrant en campagne et en mettant la pression sur bon nombre de pays africains en leur expliquant qu'il fallait faire le bon vote parce que sinon on allait couper le robinet. D'accord? Et on parle d'argent. Bon. D'accord? Non, mais au moins c'est clair. Mais non, mais je l'ai vécu. Ah, mais... C'est ce qui s'est passé, d'accord? Infantino, Trump, on a compris que c'était un tandem qui marchait, la Coupe du Monde des clubs, etc. etc. Aujourd'hui, le Maroc, vous savez que, ça date pas d'hier, le talon d'Achille du Maroc, c'est une partie du territoire qu'ils ont du mal à légitimer, on va dire, au point de vue international, cette partie qu'on appelle le Sahara. D'accord? J'ai vu que récemment, il y avait eu une petite avancée, enfin une grande avancée même. Le Maroc, évidemment, va se servir du sport et de son rayonnement par le sport, de son accueil des nations, pour susciter l'adhésion à sa cause. Je peux vous dire que c'est une question très très importante au Maroc, très très importante, vitale. Voilà. Le Maroc va se servir de son influence pour pousser les pays voisins et même lointains à adhérer à sa cause. Donc tout ça, on va dire, c'est un écosystème qui est favorable au Maroc, évidemment, mais le Maroc se donne les moyens d'obtenir l'adhésion de ses voisins ou de pays plus lointains pour parvenir à ses fins. Donc oui, c'est un vrai enjeu diplomatique. Et que quand il y a une crise à Donc résoudre... c'est colossal pour le Maroc, parce que quand je vous écoute parler. Bien sûr que c'est énorme, mais après il faut comprendre tous les enjeux. Il n'y a pas que le foot. Le foot, c'est un divertissement, mais c'est un divertissement qui vous permet d'aller
très très loin dans votre positionnement sur l'échiquier politique continental, voire mondial. Et on l'a vu on le voit très bien avec le Qatar. Et Robert sait de quoi je parle. Ouais. Une partie du siège donc de la FIFA se trouve au Maroc. Oui. Vous, justement, de beIN Sport, vous l'observez comment ça? Ça veut dire que désormais, c'est le continent africain, c'est là que ça se passe. L'enjeu désormais sportif, quand on parle planétaire. Alors, le continent africain, je dirais, via le Maroc, va encore rayonner de manière encore un peu plus forte. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps considéré le continent africain, vous savez faire les choses, mais on sait mieux faire que vous, donc on va vous envoyer. Aujourd'hui, avec ce qu'est en train de faire le Maroc, c'est en train de prouver complètement le contraire. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre pour exemple... Non, mais c'est pas anodin d'installer... Quand je vois c'est pas anodin, Robert Malm. C'est pas anodin quand on a la seconde adresse de la FIFA qui est basée sur le pays, sur le continent africain, au Maroc précisément. Mais même au-delà de... Je veux dire, il y a un message quand même qui est envoyé, un message extrêmement fort, Robert Malm. Non seulement un message très fort aussi en sachant que au Maroc, nous savons faire aussi les choses. Parce que le Clairefontaine marocain, s'il n'y a que des entreprises locales qui l'ont construit. Ouais. On n'a pas eu d'entreprises françaises ou quoi que ce soit pour rien. On a tout fait localement. Et au niveau sportif, c'est Nasser Largué, exactement, marocain, qui a été choisi par le roi pour mener à bien le projet. Le projet. Donc, tout cela fait que on va plus dire maintenant, mais vous inquiétez pas, nous on sait faire, on va vous envoyer, on va vous donner un peu d'argent et vous allez voir, tout va bien se passer. Non, aujourd'hui, on sait être indépendant. Mais au-delà de ce qu'on est en train de dire sur la FIFA, vous savez que le siège historique de la CAF est en Égypte. Oui. Je ne serais pas étonné dans les prochaines années que ce siège historique soit déplacé, puisqu'on aime bien les glissements, les déplacements sur le continent. Ou voire même une deuxième adresse, comme là pour la FIFA. Mais je ne serais pas étonné que Fawzi El Hercha, le président de la Fédération royale marocaine de football, œuvre gentiment, lentement, mais sûrement pour que le siège de la CAF soit déplacé au Maroc, ce qui aurait une forme de logique en fait. Ça serait logique. Puisque, on l'a vu, les barrages se font là-bas, les sélections qui ont des problèmes d'infrastructure, de stades qui ne sont pas homologués se retrouvent là-bas, un pays ne peut pas assurer, on met au Maroc. Finalement, ce serait logique que le siège de la CAF soit au Maroc aujourd'hui. Je n'ai rien contre les Égyptiens, bien au contraire, avec tout le respect, mais ce serait logique. Il y a un sujet qui interpelle beaucoup aussi, y compris vous, un commentateur, observateur, donc justement dans vos médias respectifs. Messieurs, vous savez, les nouveaux talents, les viviers d'aujourd'hui, qui sont formés en France d'ailleurs, finissent souvent sur le continent africain. Ça aussi, c'est une nouvelle donne. La nouvelle donne diplomatique et la nouvelle donne sportive, messieurs, parce qu'elle l'interpelle, y compris la FIFA, parce qu'on parle dans la FIFA, c'est-à-dire que tous ces jeunes footballeurs de U14, U13, U14, U15 jusqu'à U20 sont formés en France et souvent ils finissent dans leur pays d'origine. Ça vous fait sourire, mais pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Retour aux sources. Moi, j'y vois là plusieurs raisons. C'est pour ça que je vous pose la question. Un retour aux sources ou alors un désamour de l'Europe ? Ça veut dire quoi ? Un désamour du pays Non, alors, moi... Quand on pense à la France, l'Angleterre ou l'Allemagne ou encore l'Espagne. Non, c'est qu'on a du talent qui est partout dans le monde. Et sauf qu'à un moment donné, justement, mais ça, c'est nouveau, ça. Oui, nouveau. Mais justement, les pays africains n'ont pas su, à un moment donné, ça part des plus jeunes. Ça part des plus jeunes et le Maroc l'a compris. L'a compris en faisant quoi ? En gagnant la Coupe du Monde U20. Et c'est aussi l'élément déclencheur, la demi-finaliste de la Coupe du Monde. Alors, au Qatar, à Doha. Mais même au-delà de ça, ça date d'avant parce que quand on arrive en tant que pays africain, on en parlait tout à l'heure un petit peu avec David, on arrive à être dans toutes les compétitions que les jeunes peuvent obtenir. U17, U18, U19, U20, Espoir. Et qu'on arrive à attirer les meilleurs talents, je pense que oui, on est en train de changer la donne. On est en train de se donner les moyens aussi, côté marocain, à avoir les meilleurs jeunes possibles pour qu'ils puissent faire quoi ? Suivre un cursus, c'est-à-dire qu'on va suivre ces joueurs, et même s'ils évoluent en Europe, même s'ils sont nés en France, même s'ils sont nés un peu partout dans le monde, pour pouvoir un jour avoir une équipe
très forte. Et c'est ce qu'est en train de faire le Maroc. Non, mais quand on voit la diaspora africaine, notamment, elle est française. Oui. Je vais m'intéresser au sujet de la France. Vous savez, Oui. tous ces jeunes qui ont entre 14 ans et 20 ans aujourd'hui, ils sont français, ils sont formés en France, ils sont souvent dans les clubs, dans de très grands clubs français. Et régulièrement, David Astorga, je vous pose aussi la même question, ils finissent dans leur pays d'origine. On pense notamment, regardez le fils Zidane, il a fini en Algérie, où je parle aussi de tous ces jeunes Marocains qui sont franco-marocains qui finissent au Maroc avec cette dynamique qui est impulsé par, vous le disiez tout à l'heure, par Regragui, le sélectionneur marocain, ou d'autres pour la Côte d'Ivoire, ou encore le Cameroun, ou encore le Sénégal. Il y a plusieurs... On le voit bien, il y a quand même un retour, j'ai le sentiment, aux origines. Je pense que c'est une vue de l'esprit pour moi. On voit ça parce qu'on se dit... en fait, les joueurs, le football est de plus en plus médiatisé. Donc on va s'intéresser plus... Ah bah tiens, l'autre il a choisi la sélection, machin. Après, il faut toujours regarder les choses. Vous évoquez le fils Zidane, qui joue avec l'équipe de France. D'accord. Je ne le connais pas personnellement, le fils, mais je sais que le sélectionneur... c'était les U20 au Chili. U20. Il a essuyé beaucoup de refus des clubs pour libérer les joueurs. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une date FIFA. On se retrouve dans la même problématique qu'avec les Jeux Olympiques. Je prends cet exemple-là. Le fils, c'est Ilias, qui se retrouve dans cette sélection. À mon échelle, en tout cas, rien ne dit qu'il fait partie vraiment du top 20 de sa génération. Il fait peut-être partie du top 50. Voilà. Et je pense... Je ne sais rien, mais là, je vais élargir. Je sais que ça a beaucoup été commenté, effectivement. Je vais élargir un petit peu le débat. C'est que très souvent, vous allez vous apercevoir que des joueurs qui choisissent de jouer pour la France, ce sont des top joueurs, top players, parce que la sélection française, c'est une top sélection. Ça fait des demi-finales, des finales depuis une vingtaine d'années. Et que, quelquefois, des joueurs vont saisir une opportunité de participer à des grandes compétitions en étant avec le pays d'origine de leurs parents. Mais ça, c'est une partie de la réalité. Parce que vous avez beaucoup de jeunes aussi qui prennent conscience, au bout d'un moment, de leur réalité. C'est-à-dire que si à la maison, ça parle la langue locale, ça mange local, etc., on est dans cette double culture, bah peut-être qu'à un moment, on a une attirance plus naturelle pour aller jouer pour l'Algérie, pour le Togo, pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est la nature humaine. C'est pas un problème. On a essayé d'en faire un problème en France avec l'histoire des quotas. Mais c'est absolument pas un problème. Et vous savez, sur les clubs, il y a une hypocrisie qui est, à mon sens, désastreuse. Tous ces joueurs, ils ont une énorme valeur marchande. Ce sont des internationaux en puissance. Donc les clubs qui vous disent oui, donc un enjeu économique. Donc un enjeu économique colossal. C'est toujours, la même question. Ouais. C'est le nerf de la guerre. Mais ça a toujours été le nerf de la guerre dans l'histoire. Est-ce que le foot aujourd'hui draine beaucoup plus d'argent qu'il y a encore quelques années, c'est-à-dire il y a 10 ans encore, messieurs? Parce qu'on c'est l'inflation. Mais c'est comme on dit que la CAN va générer plus d'argent, vous avez un facteur naturel, c'est l'inflation. C'est-à-dire que tout est plus cher. Vous allez acheter votre baguette le matin, elle est plus chère qu'il y a 10 ans. Ouais. Vous allez acheter un pantalon, n'importe quoi, c'est plus cher. Le train, l'avion, c'est plus cher. Et le foot dans tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais c'est pareil, le foot, c'est une économie, c'est un système. Donc tout augmente, tout est plus cher. La valeur des joueurs augmente, même si c'est complètement fictif. Non mais aujourd'hui... Pardon David Astorga, c'est devenu un business. Avant tout le foot aujourd'hui. C'est pour ça que je pose la question un peu provocateur. Quand on regarde encore il y a quelques années, à l'époque de Maradona ou Pelé, ça l'était, mais aujourd'hui, on voit bien que le joueur comme Ronaldo ou comme un Messi ou comme un Hakimi, c'est devenu une depuis l'arrêt Bosman, et Robert peut vous en parler, depuis l'arrêt Bosman en 1995, c'est ça, les conditions économiques du football, notamment à travers les transferts de joueurs, ont complètement changé la donne. Exactement. Vraiment. Robert Malm, c'est ce qui a fait vous partagez ? Ah mais complètement. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que on va prendre le championnat anglais. Citez-moi une équipe anglaise où on voit sur les 11 de départ, si on voit 11 Anglais. On n'en a quasiment pas. À tel point que quand ça arrive, c'est souligné. C'est souligné. Donc on n'en a quasiment pas. Donc c'est-à-dire que tout ça a fait qu'il y a plus de matchs, plus de compétitions. Donc on dit plus de matchs, plus de compétition, les diffuseurs sont là aussi pour diffuser le football. Le football est le sport populaire. On a tous joué au moins une fois au foot dans sa vie. Après à divers niveaux au fil de l'évolution, mais le football, vous prenez une paire de chaussettes, vous la mettez en boule, on joue au football. Donc à un moment donné, quand on a plus de matchs, plus de spectacles et plus de joueurs qui ont du talent,
l'économie, ça appelle les sponsors, ça appelle les médias, ça appelle le tourisme aussi, parce que les gens se déplacent aussi au stade, se déplacent dans les pays pour voir des compétitions. Regardez, on parle de la CAN elle va être suivie partout dans le monde. Et les gens vont se déplacer au Maroc. Donc à un moment donné, parler de business, le football a toujours été un business, mais qui a su aussi s'adapter aux conditions qui leur ont été proposées. Des fois, il y avait peut-être un peu moins de monde au stade. Qu'est-ce qu'on peut inventer pour pouvoir rattirer du monde au stade? Quand il y a eu des problèmes dans les stades en Angleterre, on a su l'éradiquer en mettant les gens dehors, en augmentant le prix des places, et qui ont permis aux gens d'aller au stade. Et les stades n'ont jamais été aussi remplis. Donc, tout ça, ça découle aussi sur les compétitions internationales, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une économie. Donc, même si des fois on se dit attention, ça risque de se casser la figure, le football arrive toujours à revenir. Quand tu dis attention, etc., il faut sortir du cadre français. Oui, le cadre bien français, sûr. Oui, le football français a beaucoup de difficultés. A des difficultés aujourd'hui. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, mais bien sûr qu'on est d'accord. Un spectacle. C'est pour ça que je va parlais plus seulement au stade, on peut aller au centre commercial, Exactement. on peut aller acheter des maillots, etc. Moi, je me manger. souviens d'une conversation que j'avais avec Arsène Wenger. Elle remonte. C'était lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Je discutais avec lui, il me disait, en termes de merchandising, le budget qu'il a sur un week-end, c'est le budget annuel des meilleurs clubs français en merchandising. Bien sûr, et pour continuer vous avez tout compris une fois qu'on a dit ça. Non, mais pour continuer sur Arsène, puisqu'on parlait des infrastructures, à l'époque où ils font l'Emirates Stadium, quitte à Highbury, oui. Moi, je me souviens à l'époque avec Téléfoot, on se voyait toutes les semaines avec Arsène et on discutait évidemment en dehors des interviews. Il m'avait expliqué. Il m'a dit écoute, Emirates, on va faire plus grand, donc plus d'hospitalité, etc. Exactement. On a fait nos calculs par match. Donc vous comptez 20 matchs de championnat, allez, 19 matchs de championnat, les coupes, on va rajouter 5-6 matchs, allez, une trentaine de matchs avec la Ligue des Champions, le machin, à domicile. 1 million de pounds par match, en plus. En plus. 30 millions de pounds, on va dire quoi? Ça fait. En plus. Ça fait 35 millions d'euros à peu près. À peu près, ouais. Vous avez un bon joueur. Et un bon joueur sur lequel vous investissez et que vous allez peut-être revendre 50 ou 70. Donc, je vous repose la question, c'est une véritable manne, le football. Mais c'est un business. C'est un business. Non mais c'est bien, au moins, vous l'assumez vous deux. Ah non, mais vous êtes en train de nous dire ici, c'est un... Non mais certains, c'est un sujet tabou. Non, ce n'est pas un business. On est là pour la passion du foot. Non, nous on est là pour la passion du foot. C'est la passion. Les joueurs sont là pour la passion du foot. Mais bien les sûr. supporters sont là pour la passion du foot. Mais au-dessus, il y a des gens qui ont des intérêts strictement économiques. Voilà pourquoi les investisseurs, les fonds de pension américains viennent dans le foot. Donc cette compétition de la CAN africaine, c'est aussi une vitrine exceptionnelle pour les sponsors à la fois locaux et internationaux. Est-ce que oui ou non, c'est le cas pour vous qui sont peut-être désireux de capter un marché, le marché africain? Ça aussi, c'est une nouvelle donne, Robert Malm. Pour les sponsors, je parle, avant de clore cette émission. Regardez la liste des sponsors. Bah oui, il faut juste voir. Qui est en pleine expansion démographique. Vous avez les plus grands équipementiers. Les plus grands équipementiers sont là. Oui. D'accord. Exact. Les plus grandes sociétés de télécom sont là. Exactement. On a une française très connue, que je ne nommerai pas, mais qui va être là, qui utilise, en tout cas qui collabore avec de nombreux influenceurs, qui va faire des émissions aussi, des émissions de télé, un petit peu comme ici, en studio, pendant la CAN. Donc voilà, il faut pas vous avez les plus grandes banques du continent sont présentes aussi, parce que tout le monde veut croquer dans la pomme. Et on veut croquer dans la pomme, pourquoi? Parce que ça rapporte, parce que c'est juteux et parce que ça ouvre des marchés. Ouais. Robert? Non, mais je rejoins complètement ce que vient de dire David. Et puis c'est démographique aussi, c'est un marché aussi qui est en pleine expansion. C'est un marché qui est en pleine expansion. C'est surtout ça aussi, quand on fait l'étude de marché. Bien sûr, quand on fait l'étude de marché, bien sûr que ça rapporte. Et au-delà de tout ça, quand on a vu votre nom un peu partout pendant un mois, les gens n'oublient pas, savent qu'il y a eu telle ou telle marque qui était là. David l'a dit, effectivement, les équipementiers, les plus célèbres sont là aussi. Les joueurs aussi servent aussi leur équipementier. Parce qu'à un moment donné, il y avait un équipementier qui dominait beaucoup sur le continent africain, avec un certain animal, vous voyez ce que je veux dire, il n'est plus tout seul. Il n'est plus tout seul. Ouais. Donc il y a d'autres équipementiers qui sont là, qui équipent autant les sélections africaines que peuvent être d'autres sélections sud-américaines, européennes, bref, tout ce que vous voulez.
Et bien sûr que oui. Je reviens à cette soirée justement à laquelle vous étiez convié, David Astorga, cette soirée au Palais de Tokyo où le directeur de la CAF disait une chose qui m'a aussi interpellé. Il dit que la CAN, cet événement au Maroc, en Afrique, c'est un véritable catalyseur de développement. Et il dit que le football, écoutez bien, hein, reste le seul langage universel capable de rassembler tout un continent. Ça, c'est beau, ça. Est-ce que c'est le seul? Je ne sais pas, mais vous avez aussi la musique. Autour d'une passion commune, le foot. Bon, vous avez la musique aussi, mais bon, peu importe. Mais qui réunit autant de monde. Non, mais Il a raison, qui réunit autant de monde, c'est pas la musique. C'est ce que disait C'est le foot, c'est le ballon ce rond. que disait Robert tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le monde a au moins joué une fois dans sa vie au foot. Ah, c'est ça, exact. Prenez une chaussette ou quoi, vous mettez un sac par-ci, un sac par-là, un pull, vous avez des buts. On l'a tous fait. Donc voilà, c'est un sport. C'est le sport universel par excellence. Donc je suis pas surpris par ce que dit ce monsieur, le directeur de la CAF. C'est le football, c'est un vecteur de rassemblement, c'est le vecteur de rassemblement. Et on le voit très bien, et on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu dans d'autres CAN, on va le voir encore plus au Maroc. Dernière question, messieurs. Cette CAN au Maroc, est-ce qu'elle s'annonce comme un tournoi historique qui va transcender, évidemment, les simples enjeux sportifs? David Astorga. Qui vivra verra, mais Ouais. je sais pas. Moi, je reste quand même sur cette CAN en Côte d'Ivoire, que j'ai trouvé extraordinaire en tout point. Et comme l'a rappelé Robert tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a mis la barre très très haut. Alors on sait que d'un point de vue organisationnel, infrastructure, etc., le Maroc sera à la hauteur. Après, nous rejouer un scénario comme on a vécu en Côte d'Ivoire, j'ai un peu plus de mal à y croire, mais je pense que ce sera un grand succès populaire. Après, il faudra voir si au niveau du jeu, on est satisfait, parce qu'on a évoqué les cadences infernales pour les footballeurs, etc., etc. Mais non, je pense que ce sera un énorme succès. Après, est-ce que ce sera à la hauteur de la Côte d'Ivoire? Vous savez, le toujours plus, il faut s'en méfier. Ouais. Il faut que le tournoi soit réussi, que les gens prennent du plaisir, que les joueurs s'amusent, Tout à fait. et qu'il n'y ait pas trop de dégâts pour la poursuite de leur saison derrière. Voilà, que ce soit du plaisir d'être là-bas et vous avez employé ce mot tout à l'heure, c'est un rassemblement. Et l'Afrique se rassemble au Maroc à la fin de l'année, et je pense que ça va être juste du kiff, quoi. Ouais, Kiffons. mais c'est Kiffons. ça. J'aime bien Ouais, kiffons. non, mais David a raison. Kiffons. Est-ce qu'on aura un scénario comme en Côte d'Ivoire? Non, je pense pas. Maintenant, il y a beaucoup d'attentes autour du Maroc, ça c'est sûr. Si le Maroc venait à gagner sa CAN, par 76, contre, la victoire du exactement, Maroc. 76, et ça, par contre, peut accélérer effectivement aussi beaucoup de choses à côté, et pas que le football. Je pense que le football va accélérer encore un petit peu plus côté Maroc en se disant « Ah tiens, on peut faire des choses ». Mais déjà, il est bien parti. Cette demi-finale de la Coupe du Monde a été déjà un grand pas en avant, et disant aux pays africains, vous voyez, en étant organisé, en étant structuré, quand la politique laisse tranquille le sportif et on laisse les gens au poste où il faut. Non, mais j'insiste là-dessus parce que Je vous vois arriver, mon cher Robert, je vous vois arriver. Le message, comprendra, non, celui mais évidemment. je l'ai vécu. On peut faire de très belles choses parce qu'on a du talent. On a du talent. Il ne faut pas Donc laissons le talent s'exprimer. Exactement. Sous-estimer notre talent. On a du talent. Maintenant, il manque le petit déclic pour un jour conquérir peut-être le titre suprême. Mais en tout Pronostic d'ailleurs, qu'est-ce que vous dites en pronostic? Tiens, ce sera la der des der. J'étais en train de me dire, on va échapper au pronostic. Non, vous inquiétez Le Maroc pas. va gagner beaucoup d'argent. Il est beau, David. Il est beau. Très bon. Qu'est-ce que vous répondez? Inch'Allah. J'adore. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Je ne peux pas faire mieux. Merci, messieurs. Je vous laisse commenter d'ailleurs. Ils sont excellents. Je vous ai dit, il y a des numéros à disque avec nous aujourd'hui dans cette émission. Le carrefour de l'info spéciale, donc Cannes 2025, qui se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. Exactement. À ne pas manquer, effectivement, sur beIN Sport, 100%, 100% de la compétition sur beIN Sport. Donc vous aurez le loisir de retrouver cette voix et ce visage de Robert Malm. Merci infiniment. Avec grand plaisir, Dean. David Astorga, grand journaliste, présentateur, et aujourd'hui, vous allez le retrouver sur New World
Sport, absolument. pendant toute la compétition. Durant toute la compétition, donc pendant toute la compétition. Merci messieurs, Merci infiniment. Vous le savez, vous le faites très très bien, vous commentez, et vous êtes très très nombreux, vous commentez, vous nous faites part aussi de votre sentiment, de votre avis. Merci à Mousse, à Romain et à toute l'équipe. Restez fidèles à Global Africa Télé Sud, et vous savez ce qu'on dit ici, hein, on ne lâche rien, à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.